Bonjour à tous et bienvenue sur Bourse en E3, nouvelle vidéo sur l'analyse d'un fonds qui s'appelle la Frenchy REQ Global Compounders. On va voir aujourd'hui que ce fonds est spécialisé sur la partie Serial Hackers et on va voir évidemment les impacts ou non suite au cours de bourse que certains logiciels tels que Constellation Software, tels que Lumitopicus corrigent et est-ce que ça va être durable, est-ce que l'IA va remplacer ou non ces actions. On va étudier ça au cours de la vidéo. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, on s'abonne, on like, on partage. Merci à tous. Bon, évidemment, avant de parler de l'impact de l'IA, j'aime bien ce petit fonds. Et je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder d'autres investisseurs professionnels. Moi, j'aime bien regarder ce fonds. Non pas que je le reproduis à l'identique, absolument pas, mais ça me donne quand même quelques petites tendances. Ils ont également écrit un livre qui est pas si mal que ça. Il faudrait que j'en parle dès que j'ai un petit moment. Bon, évidemment que c'est une société norvégienne, donc il y a quand même pas mal de sociétés en Europe du Nord. Une approche nordique, pragmatique et disciplinée, focalisée exclusivement sur les actions cotées de qualité. La philosophie, c'est très simple, investir dans des entreprises qui composent le capital sur du très long terme, avec une partie donc M&A, comme vous le savez, c'est ce que j'apprécie, avec une partie de décentralisation opérationnelle et un horizon de détention qui est important. Donc, il mentionne infini. Et l'objectif unique, c'est maximiser la croissance du free cash flow par action. C'est ce que je vous mentionne à travers mes vidéos. Le concept central, c'est assez simple, c'est générer du free cash flow, des acquisitions disciplinées. Ça, c'est un point que je ne cesse de mentionner. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même quelques gros mastodontes qui malheureusement font des acquisitions et qui payent un petit peu trop cher et donc ça vient détériorer ces véhicules d'investissement. Donc, rachat de petites entreprises privées, un petit peu du PE, à des prix raisonnables, souvent inférieurs à 8 fois les bits. On a évidemment une autonomie opérationnelle et puis après on va récolter et réinvestir et continuer. C'est un petit peu l'effet boule de neige. C'est ça que je trouve ça génial. Ce n'est pas un coup de génie ponctuel, c'est la répétition disciplinée d'un processus simple sur des décennies. Donc, avant qu'on aborde dans le détail, n'oubliez pas que j'ai mon propre site, donc sur bourse13.com, vous pouvez éventuellement scanner si cela vous intéresse, où je fais des analyses approfondies sur la partie compounders. Je vais également partager mon portefeuille en temps réel. On va reparler de la partie watchlist et alerte de valorisation. Tout est mentionné sur ce site, donc c'est gratuit pour ceux qui se demandent. Non, c'est entièrement gratuit. Vous êtes sur bourse13.com et vous tombez sur ce site en question. On est sur 3 onglets. De toute manière, vous avez le lien dans la description et dans le commentaire en question. Vous avez une partie donc Serial Hackers où je fais encore une fois par ordre alphabétique les bases et je vous présente à chaque fois chaque quantité. Je rentre dans le détail et vous avez quand même des analyses qui sont assez poussées. Là, par exemple, les 2 derniers, c'était ma stratégie d'investissement. Comment elle se compose, comment je joue les choses. Brown & Brown. On a une partie holding, ça arrive progressivement. Une partie REITs, comme vous le savez, foncière à côté. Covivio, Big Yellow, Argan, je sais que vous aimez bien, par exemple. Voilà, là, j'ai bien. Je rentre dans le détail, c'est quand même des vidéos qui prennent du temps. Alors, merci pour ceux qui me like. Voilà, pareil, ça me permet de rechecker comme quoi j'ai bien relié au propre. Donc voilà, on rentre dans le détail, j'essaie de mettre des images, des vidéos pour que ce soit accessible à tout le monde. Et on a une dernière partie portefeuille, c'est en cours. 9 Serial Hackers qui sont légendaires, qui sont exceptionnels. Alors, le premier, c'est une grosse structure avec pas mal de spin-off. Je suis un petit peu moins fan aujourd'hui car c'est un petit peu cyclique, mais en tout cas, la première entité, alors, qui est assez intéressante, alors il y a un petit astérix, pourquoi ? Parce qu'on prend en compte en fait ces spin-offs, et les spin-offs, il y en a quand même pas mal. On a par exemple la Jargrens, on va avoir Momentum AB, ainsi de suite. Mais c'est une magnifique entité qui a fait presque du 7500, c'est incroyable, depuis 1976. Donc on en reparlera de ces spin-offs, mais c'est une magnifique entreprise. Aujourd'hui, celle-ci, elle est un petit peu cyclique, on en reparlera. On a Echo, qui est beaucoup trop cher aujourd'hui, mais on a dépassé les fois 1000. C'est juste impressionnant. On va voir Constellation Software, x 375. AdTech, Ametech, Lager Grants, Jet Scientific, Industrade, Livco, voilà, tout ça, ce sont des magnifiques entités. Alors évidemment que j'en ai quelques-unes là, parmi ce que j'ai mentionné. N'oubliez pas qu'on est quand même sur un horizon de long terme. Sur ces entités-là, on a à peu près donc un taux de croissance annualisé moyen de 25%. C'est juste impressionnant à 2 chiffres. Une croissance composée annuelle exceptionnelle sur plusieurs décennies. La leçon, le secret n'est pas un coup de génie ponctuel, mais la répétition disciplinée d'acquisition rentable. Parce que d'une part, sur ces sociétés, on a une croissance qui est organique, mais on a une croissance qui est liée aux acquisitions. Le petit portefeuille Red Capital, j'en reparlerai parce qu'ils ont plusieurs portefeuilles. Un portefeuille nordique et un portefeuille global, on va dire monde. Bon, il y a quand même de très belles performances sur du long terme, notamment sur la partie free cash flow par action.
Ceci étant, comme ils ont des constellations de software, du Roku et que ça a bien corrigé là sur ces dernières années, voilà, les performances sont un petit peu moins exceptionnelles. Mais encore une fois, lorsqu'on investit, on investit sur du long terme. Comme vous le savez, c'est un petit peu ma philosophie. Je vous renvoie sur ma stratégie d'investissement. Livco, elle est en cours d'analyse, elle va sortir là dans les prochaines semaines, c'est fini, pas d'inquiétude. C'est juste une magnifique entité, taux de croissance 22%, un ROIC super, une croissance des free cash flow. C'est juste une superbe entité qui est cotée donc en Suède. On en reparlera dans le détail, je vous dis, pour l'analyse. Roku, c'est pareil, c'est un petit peu la petite sœur de Livco, en fait. C'est la petite sœur, voilà, Livco 2.0, fondée par, en fait, c'est le fondateur de Livco, hein. Il a créé sa structure, Roku AB. Ils prennent le temps, encore une fois, au niveau de l'exécution, ils ne se précipitent pas sur de l'acquisition. On l'a juste mentionné juste ici, voilà. Verdict flash, bon, voilà, je vous note des petits récaps et là, on analyse en profondeur. Avec des insertions comme d'habitude, tous mes propos sont justifiés sur Roku AB, qu'est-ce que j'en pense en fait. Et voilà, juste ici, le CEO Frederick Carlson, bon, magnifique. Boîte un peu chère, mais voilà, sur du long terme, je pense qu'elle a quand même quelque chose à jouer. Très belle rentabilité, machin EBITDA, on est une personne qui est skin the game, rien à redire, à suivre au cours du temps. On l'a déjà vu plusieurs fois. Roku AB versus les géants. Encore une fois, Roku, faut pas oublier que c'est une toute petite structure, toute petite, et à côté on a quand même des géants. L'ensemble de ces structures, encore une fois, sont des serial killers. Et on va en étudier bon nombre, on en a déjà vu quand même pas mal. On a vu Tac, on a vu Industrate, on a vu déjà Livco, Roper, on est en train de détail. Les prochaines qui arrivent, on va voir en phénol, très très belle structure. On va les étudier une par une, pas d'inquiétude. Si vous avez des questions, surtout dans les commentaires. En tout cas, ces boîtes-là, vous regardez le track record, c'est juste impressionnant. C'est pas des boîtes qui sont très très connues comme du Google, comme du Alphabet, voilà, tout le monde en parle. Moi, je pars du postulat que si vous souhaitez avoir des boîtes comme les GAFAM, vous prenez un ETF Nasdaq, un ETF Tech, et voilà, vous avez ce genre d'entité. Si vous voulez sortir un petit peu des sentiers battus, encore une fois, c'est du stock picking avec des risques associés, ben voilà, vous avez ce genre d'entité que je trouve fantastique. En revanche, il y a quand même des red flags que je ne cesse de mentionner à travers ces petites analyses. Ce qui arrive souvent, c'est ça va être le dérapage concernant la stratégie. Pourquoi? Parce que soudain, on a des acquisitions qui se payent beaucoup plus cher. C'est-à-dire qu'on va arriver sur des entités, ça va faire un petit moment et elles ont l'habitude, pour générer la croissance, de faire des acquisitions. Si elles ne font pas d'acquisition, si elles ne font pas de croissance externe, de M&A, mais les résultats vont être mauvais. Et des fois, on a certaines entités qui vont venir surpayer des acquisitions. Et donc évidemment, ça aura un impact direct, notamment sur le ROIC. On en parle juste en dessous. Donc attention aux acquisitions et aux multiples payés. On en a déjà parlé sur Roper Technologies. C'était le cas également sur Judge Scientific. Est-ce qu'elle est là, Judge Scientific? Non, elle n'est pas là. On l'a vu juste ici avec Geotech, ils ont quand même payé ça cher, je trouve, avec une vision, voilà pourquoi le titre corrige, parce qu'il y a très peu de commandes sur les prochaines années. Ça reste une très, très jolie entité, mais attention, s'il vous plaît, regardez bien ce point-là. De toute manière, je le mentionne à chaque analyse. Regardez également le ROIC. Est-ce que ça stagne? Est-ce que la croissance? Pareil, la dette, gros red flag. Regardez bien une dette EBITDA aux alentours de 3 au maximum. Et la dilution. Encore une fois, attention, on regarde toujours le free cash flow par action en circulation. Tout ce qui est changement de communication, storytelling et compagnie, moi vous savez que c'est les chiffres qui parlent. Et la partie érosion culturelle. N'oubliez pas que les signes de recentralisation de décision, tout ce qui est lié à la perte de l'autonomie, encore une fois, c'est hyper important le phénomène de décentralisation si on veut aujourd'hui avoir une certaine croissance et avoir un taux de croissance annuel comme on a vu à 2 chiffres au début de la vidéo. Tel est le cas de Livco par exemple. Là on est quasiment à 25%. Toutes ces boîtes parce qu'on a le phénomène de décentralisation. C'est hyper important. Donc voilà, la seule barrière, c'est la discipline. C'est très compliqué, je suis d'accord avec vous, tel est le cas de Roku. Roku, ils ont fait quasiment 1 ou 2 acquisitions, ils pensaient en faire 5 ou 6. Non, on attend et on n'achète pas trop cher. Comme VidTech, il n'y a eu que 2 acquises. Pourquoi? Parce que c'était trop cher. Sur 300 dossiers qu'ils ont analysés, VidTech, Software, ils en ont aujourd'hui sélectionné que 2. Les multiples Enterprise Value sur les bits, bon, ça aussi c'est regardé. On arrive sur certaines sociétés à avoir quand même des décotes qui sont significatives. Là, on arrive au corps du sujet. Est-ce que l'IA va manger le software? Évidemment, c'est l'argument central. L'IA va détruire drastiquement le coût, le temps et les compétences nécessaires pour produire du code. Je pense que tout le monde utilise l'intelligence artificielle. Moi, le premier, notamment pour cette chaîne YouTube, par exemple, dans le cas du montage ou dans le cas pour trouver un titre, etc. Je gagne énormément de temps.
Ceci étant, est-ce que je pense que l'IA va détruire, le monde du software? La réponse est non. On a quand même des baisses des barrières à l'entrée, on a une explosion de l'offre de logiciels et on a une pression déflationniste sur les prix. Donc c'est très pertinent, je trouve, pour les SAS horizontales, grand public, mais contestable pour les VMS critiques de niche. On va en reparler, je vous dis, avec Vitech, que j'ai vraiment étudié dans le détail, filiale par filiale. Donc panique sur le marché, on a quand même de magnifiques sociétés telles que Constellation Software avec un drawdown de plus de 50%, vous imaginez. Donc le cours s'effondre sur un narratif de peur que les fondamentaux, revenus, cash flow, acquisition, n'ont pas fléchi. Donc les VMS versus l'IA, donc la forteresse, il y a quand même plusieurs points. Encore une fois, c'est très compliqué d'anticiper, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je prends un petit peu à droite, un petit peu à gauche et je vous en fais un résumé. Bon, le point qui revient souvent, c'est le coût de changement et la conformité. Donc l'inertie est puissante. Dans les infrastructures critiques telles que la santé, utilities ou finance, les cycles d'homologation durent quasiment entre 1 à 2 ans. Donc je pense que les changements, s'il y a des changements qui doivent s'effectuer, c'est pas tout de suite, hein. Donc les cours corrigent de moins 50, je pense qu'on le verra dans les 1 à 2 ans à venir. Une fois certifié, le logiciel reste pour des décennies. C'est très compliqué de changer de plateforme, même pour les entreprises. Ça demande aux collaborateurs de se réadapter, le coût de changement, c'est très compliqué. Mais c'est un cas, mais c'est possible. En tout cas, je pense que le coût de changement sur certains types tels que la santé, utilities finance, c'est un petit peu plus délicat. La partie workflow et savoir-faire accumulé. Donc, le code n'est que la partie visible. La vraie valeur réside dans 20 ans de processus métier codifiés. Une IA peut écrire du code, c'est sûr. Elle ne connaît pas les nuances opérationnelles spécifiques d'une niche. Troisième point, c'est de la partie responsabilité. Qui est responsable quand ça casse? Eh oui, dans un système critique, par exemple gestion de réseau électrique, ambulance, etc., l'IA ne peut pas endosser le risque juridique et opérationnel. L'humain et l'éditeur restent garants. Donc n'oubliez pas ce point-là. Et après, les niches trop petites. Protection économique naturelle. De nombreux marchés verticaux sont trop exigus pour attirer les géants de la tech ou for venture capital. Ce sont des micro-monopoles rationnels où la guerre des prix n'a pas lieu d'être. Alors peut-être que ça arrivera un jour, mais en tout cas, je pense que sur les petites niches, ça m'étonnerait fortement. Donc on a un mode qui est plutôt défensif pour les logiciels VMS. Je pense que, tel cas de Vitech, il y en a quelques-uns, malheureusement, je pense qu'ils vont passer à la trappe, c'est sûr. Mais je pense que la bonne partie va résister. Encore une fois, ça dépend de l'entité. Le logiciel donc vertical n'est pas une simple commodité technologique, c'est un système de confiance critique. Et n'oublie pas que l'IA change le code, pas la relation client. Après, la parole des dirigeants. Encore une fois, c'est le cas par exemple de Lumine. Lumine, vous savez, c'est une spin-off de Constellation Software. Monétisée, sinon vous mourrez dans la bulle. Beaucoup de fonctionnalités IA ne seront que des commodités coûteuses, CAPEX, sans pricing power. Le seul vrai levier immédiat, c'est la réduction des coûts, donc tout ce qui est lié au centre d'appel, par exemple avec Téléperformance. Voilà, il y a quelques structures qui souffrent aujourd'hui. Marc Léonard, le président de CSU, de Constellation Software, le VMS, c'est la distillation de décennies de conversations avec les clients. La data, ça, c'est hyper important. L'IA peut coder 10 fois plus vite, mais quid de la maintenance? Si le code génère des bugs, le coût total explose. L'IA amplifie l'humain plus qu'elle ne remplace les tâches critiques. Et après également, il y avait un autre point, alors ça remonte un petit peu, j'allais vous dire, mais en 2016, je vous mettrai en insertion, j'appelle ça moi la prophétie ratée. C'était un Américain, je ne me rappelle plus le nom, un spécialiste de l'IA, qui mentionnait qu'il était évident que les radiologues allaient disparaître suite au deep learning. Réalité, on est en 2026, il n'y a jamais autant eu de radiologues, il n'y a pas eu de pénurie et l'IA ne les a pas remplacés. Donc, encore une fois, il y a le discours du marché et il y a les chiffres aujourd'hui. L'IA, levée de croissance. La réponse est oui. L'IA va offrir une personnalisation profonde à un coût marginal quasi nul aujourd'hui. Résultat, on va avoir une rétention qui va être plus importante. De l'enregistrement à l'action, les logiciels ne se contentent plus maintenant de stocker. Ils peuvent automatiser le workflow. Et puis après, on va avoir une extension en automatisant le travail humain. Donc les VMS captent une part du budget salarial et client bien supérieure au simple budget IT. Donc la stratégie de CSU joue le rôle de Suisse, neutre entre les fournisseurs d'IA, optimisant le choix
pour chaque verticale et ça, c'est smart et ça, c'est intelligent. L'IA et la partie M&A, donc Merge and Acquisitions. Opportunité de valorisation. La compression des multiples dans le secteur logiciel crée des points d'entrée historiques. Et aujourd'hui, on va avoir des points d'entrée, notamment pour la partie VMS. En effet, ils vont pouvoir faire des acquisitions à des prix intéressants. Pourquoi? Parce que tout le monde price que l'IA va tout remplacer. Donc, ça a des fenêtres d'achat pour les acquéreurs disciplinés et des corrections qui vont être importantes, des excès de 2021. Donc, le point 1 de CSU, l'IA pour l'instant n'a pas bouleversé le paysage des acquisitions pour le moment, confirmant la résilience du modèle. Glissement de la bulle IA créera une nouvelle classe de cibles d'acquisition. En effet, des éditeurs ayant mal monétisé l'IA ou l'investissement massif sans return on investments, cibles en difficulté financière. Ben voilà, ça va permettre pour la croissance externe, c'est très pertinent. Et risque et discipline, surtout ne pas payer l'historique pour des actifs dont la valeur future est menacée par l'IA. Ça, c'est le piège de valeur. Et encore une fois, des gens qui ont l'habitude, avec quasiment plus de 500 entreprises, mais ils ont l'habitude de faire des acquisitions. Et je pense qu'entre vous et moi, ils sont quand même mieux placés pour savoir déterminer s'il y a un risque ou non sur la future entité qu'ils vont acquérir. Là, ici, c'est un petit peu le mot de la fin. C'est un petit peu la composition géographique de leur fonds et je voulais en reparler. Moi, aujourd'hui, je considère que l'industrie, c'est très bien. C'est ce que j'avais jusqu'à présent. J'ai une très grosse position, moi, sur l'IFCO. Ça remonte il y a quelques années. Sauf qu'aujourd'hui, l'IFCO est quasiment au plus haut. Il faudrait que je parle de mon portefeuille. Je vous mettrai au moins les pourcentages un petit peu comme ici. Par contre, la partie tech, la partie logiciel VMS, ça se fait pricer. Donc, je pense, je suis quasi sûr que je vais faire un arbitrage dans mon portefeuille, vendre la partie industrie pour réallouer sur la partie technologie, car c'est ça qui se fait pricer aujourd'hui. Et comme vous le savez, j'ai une vision de long terme et je préfère acheter quelque chose de peu cher que quelque chose qui est déjà très bien valorisé, tel qu'est le cas sur de l'industrie. Amérique, Europe du Nord, comme vous le savez, c'est vraiment ce que je vais avoir le plus dans le portefeuille. Et pourquoi pas le Canada? On a de jolies entités au Canada. Mais on va être principalement en Suède. En Norvège, on a une belle boîte qui va arriver normalement en 2026. On a quelques boîtes italiennes, 2-3 boîtes peut-être en Pologne et en Allemagne, mais c'est tout. Voilà, on va être plutôt concentré sur cette partie-là en question. Donc, les serial hackers disciplinés restent des machines à composer. L'IA redistribue les cartes, mais renforce les mieux positionnés. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'IA. Moi, je pense qu'honnêtement, comme mentionné à travers cette petite présentation, il y a des entreprises qui vont souffrir. La partie VMS, je pense pas aujourd'hui. Sur les fondamentaux, ça existe très bien, les résultats sont très bons. Je pense qu'il y aura un temps d'adaptation. Les entreprises qui font du VMS vont, encore une fois, faire des acquisitions sur des multiples intéressants, car l'IA price toutes les entreprises quasiment aujourd'hui de software, de logiciels. Donc je pense qu'on arrive sur des niveaux, d'une part, de valorisation pour l'actionnaire qui sont intéressants, et deuxièmement, pour les futures acquisitions de Constellation Software, de Topicus, qui vont être intéressantes sur les prochaines années. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.